Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans la banane noire, Irina, Sven et Marcus ont expérimenté l'art du rêve et sont toujours à la recherche des incarnés. Nous reprenons alors qu'ils se réveillent. Bonne écoute de la banane noire, épisode 25. Vous vous réveillez chacun dans votre chambre suite à ce rêve étrange dans lequel vous êtes tous vus, bien évidemment. Je suppose que vous descendez prendre votre petit déjeuner en bas à l'hôtel. Et peut-être là vous pouvez deviser entre vous. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ah bah, Je vous ai vu. Bah oui, moi aussi. Ouais, je crois qu'on y était tous. Il y avait un Indien étrange, non, aussi, non? Oui, il y avait cet arbre, et ce personnage qui nous parlait, et on modifiait des choses dans notre rêve. C'était réel. Bah, c'était un rêve, alors c'était... Oui, mais ça existe des rêves lucides où on peut faire ce genre de choses. C'était de la magie ou Alors Irina, après avoir discuté longtemps avec Erika de plein de choses, des domaines un peu étranges, tu sais qu'elle t'a parlé d'un monde des rêves qui existerait, et toi tu l'as jamais vraiment touché. Mais t'avais déjà l'impression de pouvoir peut-être un peu agir dans tes rêves. Et tu dis que ce que dit Marcus, oui, c'est peut-être que en fait, vous avez pris pied dans un réel monde dans lequel vous avez pu agir et Oui, mais comme je sais pas grand-chose dessus et puis que j'ai pas envie de... Je dis pas grand-chose. Ok. Je me tourne vers Sven du coup parce que c'était sauf erreur de ma part, mais le plus sceptique. Et t'en penses quoi, Sven, tout ce qui s'est passé? Bon, j'ai vu que t'avais quelques difficultés, si t'étais bien avec moi, à réaliser des changements, des modifications, mais... J'ai eu du mal à y croire, et j'ai encore du mal à y croire d'ailleurs. Mais depuis chez Zenko, et depuis qu'on s'est fait attaquer par une bête dans un endroit qui nous a téléporté ailleurs, toutes mes certitudes sont volées en éclats. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça déstabilisant et je suis encore pas bien. C'est juste incroyable. J'ai même du mal depuis quand on est ensemble et tous les changements ça fait quoi? Ça fait 15 jours qu'on est ensemble. C'est incroyable. Ouais, on a ouvert un rideau là. Un rideau sur quelque chose que je pensais pas qu'existait. Ce qui est certain, c'est que ce matin, en vous habillant au réveil, vous êtes quand même aperçu que vos cloques sous vos aisselles, au niveau de l'aine, etc., vous avez l'impression vous voyez grouiller des choses à l'intérieur. Par contre, on est toujours malade du coup. J'espérais que... Mais ce serait pas lié en fait? Plus on devient sensible aux choses qui nous entourent et plus on devient malade, non? Je pense qu'on... Je sais pas. Enfin, c'est comme si des fois on voyait des choses comme étranges parce que tout le monde ne voit pas nos cloques. C'est bien pour ça qu'on peut pas se faire soigner par un médecin. Puis s'il existe vraiment quelque chose d'occulte, d'inconnu, de sombre, ce qui est bizarre, c'est que moi je peux voir tes cloques, tu vois les miennes, mais tous les gens autour de nous, ils ont l'air tous normaux en fait, entre guillemets. Je pensais qu'il y aurait peut-être plus de, je sais pas, plus de magie, plus de mystère, mais ça semble être très caché en fait. Je veux dire, je sais pas, c'est débile ce que je veux dire, mais je sais pas, une licorne qui passe dans la rue, un truc comme ça, ou enfin des choses extraordinaires. En fait, on n'en voit pas. Ça a l'air très dissimulé. Peut-être que on pourrait voir plus avec le temps. Enfin, on voit déjà des choses que la majorité des personnes ne voient pas, donc... Ouais, mais j'avais pas très envie de les voir avant. Moi non plus. Et j'ai encore moins envie de les voir maintenant. Mais j'ai pas envie d'être malade, d'être maudite, ça c'est sûr. On sait toujours pas pourquoi d'ailleurs.
Mais du coup, ça nous servira à quoi cette histoire de rêve Je suppose que maintenant on va faire moins de cauchemars, mais en soi, ça sert pas à grand chose, non? Je cherche pas à trouver une utilité. Je peux pas. Je trouve qu'on peut pas tout comprendre. Je préfère me focaliser sur un objectif, on va dire plus clair, plus précis. Comme ok. Donc capturer les 3 incarnés. Déjà comprendre ce qui est arrivé à Magda pour peut-être comprendre comment on est tombé malade et qui nous a fait ça, et toujours pareil, comment guérir. Je crois que c'était l'objectif. Mais ce qui est étrange quand même, c'est que aussi bien Magda, Malheur, Pogodine et Kramer, ils ont fait un séjour dans cette clinique. Ils sont russes. Tous les 4, si je me trompe pas. Arrivés de Russie, ouais. C'est peut-être une piste, ça, pour comprendre petit à petit, voir plus de pièces du puzzle. J'espère qu'on ne devra pas aller en Russie. Moi, personnellement, je ne parle pas russe. Hein. J'espère. Puis si on est recherché, le voyage risque d'être dangereux en plus, non? Peut-être qu'ils penseront pas à nous rechercher plus loin. Si on arrive à passer la frontière, ça devrait le faire. Mais vous parlez russe? Non, on n'y est pas encore. Pas que je parle russe. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'y aller. Bon, on va déjà se contenter d'aller voir le docteur. Puis où en Russie? Oui, oui, effectivement. Après, les extraits médicaux, ils sont pas en Russie? Clinique Kirov, c'est en Russie, je suppose, ça. Donc on aurait déjà une clinique si on veut, enfin, je veux dire, entre guillemets, je sais pas si c'est utile, mais... Pour aller où? À la clinique Kirov, Magda a passé... Oui. Et c'était avant ou après Francfort? Avant Francfort-sur-l'Oder. D'accord. Effectivement. Non, mais on va déjà aller voir le docteur Natalia qui a suivi les dossiers des enfants. Peut-être que elle aura des choses à nous dire. J'espère qu'elle est pas très avée, en fait. Et qu'elle est surtout en bon état de santé, avec tout ce qui s'est passé. Parce que elle aussi, elle est en contact avec plein d'enfants, avec Magda. Moi, je pense qu'elle a fait des tests sur... Oui, c'est vrai qu'après tout, le docteur Richter, lui, il a dû détecter quelque chose. Qui sait si le docteur Natalia n'a pas non plus vu autre chose. Après, peut-être que ça remonte trop loin et je me fais des idées. Enfin bon, de toute façon, faut aller la voir. On avisera ensuite. Moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse quand même à une approche, là. Oui, on avait dit que c'est toi qui dirais que tu es le fils de Magda Orlova et que tu cherches à remonter dans tes racines. C'est ça. On parle là-dessus. Ouais, sauf si vous avez une autre idée, après. Non, ça avait marché la dernière fois. C'est très bien. Ça coûtait un peu d'argent, mais ça avait marché. Okay. Oui, je me suis un peu emporté, d'ailleurs, je voulais m'excuser pour hier. Mais j'étais un peu excédé de ce racket à chaque fois qu'on voulait discuter avec quelqu'un. Vous finissez de manger et vous avez l'adresse du docteur Natalia Tatina. Peut-être c'est là où vous vous rendez? Oui. Elle habite à Francfort-sur-l'Oder, donc c'est vraiment pas loin. Peut-être vous y allez à pied. Alors bien sûr, vous avez opéré dans des changements vestimentaires. Vous ne portez pas les mêmes tenues qu'autrefois et tout, parce que vous savez que vous êtes toujours recherché. D'ailleurs, dans les journaux, régulièrement, vous voyez... alors plus votre robot directement, mais vous voyez que le fait divers du manoir est relaté, sachant qu'on cherche encore les suspects. Voilà, vous apercevez des fois des encarts dans des journaux. Vous arrivez finalement à une petite maison rustique en bois, juste à la périphérie de la ville. Elle est entourée d'un grand jardin très fleuri. Vous frappez à la porte. C'est toi qui frappes, c'est ça, Marcus? Oui, ou quelqu'un d'autre, de toute façon. Et il y a une petite femme ridée de plus de 70 ans, qui a des yeux bleu clair, des cheveux blancs courts. Elle porte un petit pantalon de flanelle, un pull tricoté main, et qui ouvre la porte. Oui, bonjour. Vous êtes qui? Oui, bonjour. Oui, je suis... c'est un peu bizarre, notre visite.
je viens vous voir parce que vous avez suivi des enfants. Et un de ces enfants à l'époque, alors j'essaie de me remémorer les dates. Je crois que j'avais pas la date exacte. Bon. Ma mère en fait s'appelle Magda Orlova. Après je comprends, c'est peut-être difficile que vous vous souveniez. En fait, elle est décédée il y a peu, et donc je remonte en fait sa vie pour apprendre à mieux la connaître, puisque nous avons été séparés quand j'étais enfant. J'ai pas bien compris pourquoi vous voulez venir me voir moi. Je suis passé à la clinique et ils m'ont dit que vous aviez suivi les dossiers des enfants, vous savez, les enfants russes. Ah, et elle en faisait. Votre maman aurait été un de ces enfants-là, c'est ça que vous êtes Exactement, oui. Ah, très bien, mon petit, très bien. Et je me suis dit peut-être. Vous dites qu'elle s'appelle comment? Magda Orlova. Magda. Ah oui, une petite Magda, je me rappelle bien la petite Magda. Oui, on est. Ah, c'est super. Hein. Oui. Et est-ce que vous pourriez me parler d'elle? Ah oui, attendez, il fait un peu froid, alors si vous voulez, vous pouvez rentrer un petit peu. C'est bien aimable, merci. Faites attention, c'est pas bien rangé, alors elle vous fait rentrer, et puis à l'intérieur, donc vous voyez, c'est très traditionnel, hein. Donc des petites nappes en dentelle, des petits vases en porcelaine, des petits meubles en bois, alors tout est extrêmement propre. Mais c'est pas très bien rangé. Effectivement, il y a des dossiers un peu partout, des livres un peu partout. Il y a un énorme chat blanc qui dort sur le canapé, en plein milieu du journaux. Et puis, elle avance dans son salon et elle commence à parler à son chat en le chassant un petit peu pour qu'il daigne se déplacer pour que vous puissiez vous asseoir. Elle ramasse un peu les journaux à la va-vite et puis elle les pose dans un coin. Ah ben, asseyez-vous. J'ai essayé de me replonger dans mes souvenirs, alors... C'est gentil, merci. Ouais. J'observe un petit peu quand même quand on rentre. Je veux voir un peu qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle lit. C'est étonnant qu'il y ait autant de journaux, elle ressasse le passé, elle s'intéresse à un sujet en particulier, des dossiers médicaux, il y a... Ouais, c'est des journaux du jour. Il y a peut-être des revues scientifiques, puis sinon il y a aussi des revues, il y a des trucs de crochet, de points de croix, des choses comme ça. T'as des journaux, voilà, qui pourraient l'occuper elle, quoi. Elle fait sans doute partie d'un club ou d'une association, voilà. Puis il y a des livres aussi, pas mal, elle doit lire pas mal. Et il y a des photos, par exemple, elle a des enfants, un mari... Pas tellement. Pas de photos, d'accord. Pas tellement. Et du coup, je la laisse parler, je l'écoute. Alors, ça remonte à loin, tout ça. Alors oui, qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre maman? Comment elle était quand elle est arrivée, et vous l'avez vécu. Enfin, je suppose qu'elle est restée quelques années. Combien de temps? Alors, il y avait des souvenirs un peu cocasses à me raconter qui me feraient plaisir. Alors en fait, c'est pas très très gai tout ça, hein, mon petit. Je suis pas sûr que vous vouliez remuer tous ces souvenirs. Hein, j'ai besoin de la comprendre, de me souvenir d'elle. Je l'ai connue peu de temps en fait avant qu'elle décède, donc. Et vous aussi, vous avez, c'était votre maman? Mais nous sommes des amis de Marcus et on l'accompagne dans son... Bah, vous faites bien, mon petit, parce que il risque d'être un peu choqué, hein. On était des amis de Magda et on sait déjà qu'elle fait partie d'un groupe d'enfants russes qui ont été amenés à sur l'odeur. Voilà, c'est ça. Et qui ont été suivis par vous, et donc on voudrait en savoir plus. C'est ça, mon petit, c'est ça. Effectivement, vous étiez des amis, Magda. Oui. Elle était adorable, hein, cette petite, mais effectivement, figurez-vous que moi-même, à l'origine, je ne suis pas de Francfort sur l'Oder, hein, vraiment. J'étais gérant de la clinique de Kirov pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'était la guerre, c'était une période difficile, hein, vous savez ça. Hein, oh là là, les bombes, tout ça. Vous avez bien de la chance de ne pas avoir connu toute cette période atroce. Hein, vraiment, vous pouvez pas vous imaginer ce qu'on a dû traverser. Et en pleine guerre, en 43, je crois, j'ai appris qu'il y avait un groupe d'enfants qui souffraient de choc post-traumatique, qui était dans un camp près de Moscou. Le camp, ça va me revenir. Le camp, c'était un numéro. Le camp S17, je crois.
Et donc, voilà, je me sentais concerné, je suis allé voir. Et effectivement, les enfants vivaient dans des conditions atroces, hein. Vous savez bien, à l'époque, déjà pendant la guerre, l'hiver était terrible. Et en plus, si on pouvait pas s'occuper tellement d'avoir ne serait-ce que tout le monde de quoi manger et en plus des enfants qui étaient souffrants, enfin bon, c'était abominable. Alors j'ai pris sur moi de les accueillir à la clinique pendant quelques années, hein, pour les sortir de cet enfer en fait. Remarquez, l'enfer était partout, mais là c'était juste abominable, hein, les conditions. Vous avez vu, on a parlé de camps de concentration en Allemagne. Dites-vous que c'était à peu près la même chose, hein. L'état dans lequel j'ai récupéré les enfants, en fait, ils étaient affamés, faméliques, des morts vivants presque. Vous les avez sauvés? Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que n'importe quel être humain aurait dû faire, hein. J'ai récupéré 51 enfants, figurez-vous. Et 7 sont morts très rapidement. Très rapidement, j'ai rien pu faire pour les sauver, c'était trop. C'est terrible ça. Et après, en 51, il y a la clinique de Francfort-sur-l'Oder qui a été créée pour être spécialisée dans le traitement de ce genre de cas, pour enfants, les maladies mentales, les chocs traumatiques pour enfants. Et donc elle a été habilitée pour cela. Et donc moi j'ai transporté tous les enfants. Les 44 enfants qui restaient. C'est ça. Je les ai ramenés avec moi à la clinique pour essayer de les soigner, parce que des enfants traumatisés de guerre. Enfin, c'était presque plus que ça, figurez-vous, hein. On a bien vu après la Première Guerre mondiale, alors je parle d'une époque que vous n'imaginez même pas, les chocs post-traumatiques des anciens soldats. Et alors là, c'était des enfants qui avaient vécu ça de façon atroce. C'était terrible. Vous vous souvenez de qui a créé cet hôpital? Oh, je ne sais plus. Il a été fondé. Je crois que c'est l'État qui a décidé de prendre en main la santé de ces enfants. Et donc personne en particulier. Comment? C'est pas une personne en particulier. Non. Moi, je suis la première à avoir été. J'étais mise en poste là-dessus et voilà. Et donc j'ai suivi ces patients pendant longtemps. Et d'ailleurs, Magda nous avait parlé qu'elle connaissait des gens, des amis avec qui elle avait gardé contact. Monsieur Hunton Mahler, Sacha Pogodin et Philippe Kramer. Oui. Alors effectivement, dans les années 60, il y a 14 enfants qui étaient devenus grands maintenant et qui ont pu retourner à la vie civile et qui étaient soignés en fait de leur traumatisme. Et Magda faisait partie de ces enfants-là, votre petite maman. Je dis petite parce que pour moi, elle a toujours resté enfant. Et ces trois amis aussi. Ces trois amis, ces trois camarades, oui, je crois qu'ils faisaient partie. En fait, elles étaient une bande, ils traînaient souvent tous les quatre. Donc je crois que oui. D'accord. Je me rappelle pas les noms, mais je sais qu'elle avait 3 amis avec qui elle est partie, et donc je crois que c'était ces trois-là. Et sinon, les d'autres aussi sont sur les 14. Ça n'en fait que 4. Il y en a une dizaine d'autres qui sont sortis. Mais sur ce groupe, c'est étonnant que seul Piotr Galantinov, lui, ne s'en est jamais remis. Alors, Piotr Galantinov... Alors, qui c'était lui? Qu'est-ce qu'il avait? Celui qui avait une poupée. Ah oui. Ah, lui, il était très, très étrange. Mutique. Il ne parlait à personne. Je suis même pas sûr d'avoir réussi à lui décrocher un mot. Il était complètement traumatisé, un zombie. Et il tenait cette poupée. On n'a jamais réussi à lui enlever. Une fois, je crois qu'un soignant a essayé de lui enlever. Il a hurlé, il s'est débattu. Il est devenu d'une violence incroyable. Et donc, on lui a toujours laissé. Mais très, très mignon au demeurant. Hein. Il avait sa poupée, il était dans un quoi coin. comme poupée? Elle représentait quoi, cette poupée? Je sais pas, c'est une petite poupée comme en porcelaine noire, quelque chose comme ça. Et une vierge peut-être? Oui, on peut voir ça comme ça, peut-être. Une madone, quelque chose comme ça.
mais il était avec et vraiment dans son coin, il disparaissait, on ne l'apercevait même pas quand il était avec cette poupée, mais mutique. Et donc on a pu faire partir, quoi, remettre sur pied 14 enfants, dont Magda. Bravo. Et je dois encore avoir leur adresse quelque part dans mes papiers. Puis elle commence à se lever, elle commence à fouiller dans des papiers, toujours en s'adressant à vous. Mais effectivement, elle était toujours avec ses 3 camarades là. D'ailleurs, c'était étrange, ces 3 camarades. Hein, vous savez. Ah bon? Ouais. Alors, vous l'entendez, vous la voyez, elle pousse ses papiers, puis d'un seul coup, il y a un tas de livres qui tombent par terre. Elle peste, puis elle va pas le ramasser, elle continue. Étrange de quelle façon? Eh ben, écoutez, les autres les évitaient tout le temps, les autres enfants. Je devrais pas vous en parler, hein, mais... Non, mais bien sûr. Et Piotr, il traînait avec ce groupe-là? Ah non, il en avait peur aussi. Hein, d'accord. Ok. Mais en fait, les enfants avaient peur d'eux. Mais pas Magda. Comment? Mais pas Magda, ou Magda aussi, elle faisait peur? Non, Magda, elle était toute gentille. Tous les enfants l'aimaient bien. Elle était assez stable. Son état semblait assez stable au camp. Puis au fur et à mesure, je crois que voilà, c'était plus compliqué avec le temps. Mais en 43, Magda, elle avait quel âge du coup? Oh, je me rappelle pas exactement, mais ils étaient enfants, 5-6 ans, peut-être un peu plus. 6 ans? Je sais plus, entre 5 et 10 ans, on va dire. Mais à la clinique, son état, elle s'est détériorée. Plus elle restait à la clinique, plus son état se détériorait. Je crois que on a bien fait de la faire partir. Mais ces enfants-là, moi non plus, je les appréciais pas beaucoup. Les 3 autres là, ils étaient vraiment. Vous sentez bien que c'est un sujet qui la dérange un peu, qu'elle s'en sait peut-être un peu plus, mais qu'elle est un peu voilà. Ouais, mais bon, moi je creuse. C'est un sujet qui m'intéresse, j'ai besoin de savoir, donc même si ça la gêne, je m'en moque. Ça y est, j'ai trouvé mais alors là j'ai l'adresse des enfants effectivement de quoi, la première adresse où ils sont allés. Hein, et puis elle est contente, elle revient s'asseoir. Ah, je vois, elle a marqué Magda effectivement. Vous m'avez dit. Je vous ai dit Anton Malheur. Ah voilà. Sacha Pogodine. Ah oui, Alexandre Pogodine, oui. Et Philippe Kramer. Oui, c'est ça. Oui, ils sont bien sortis avec elle. Je ne vois pas Piotr, hein, par contre, mais effectivement, ils sont sortis avec elle et... Je crois que Piotr est encore à la clinique, malheureusement. Ah bah, ça ne m'étonne pas. Vous vous souvenez d'une situation peut-être un peu étrange qui est arrivée avec Magda ou ce groupe d'amis qu'elle avait, des choses qui sortent de l'ordinaire? Ah, vous avez la tête bien sur les épaules, hein, mon petit, parce que c'est quand même difficile, hein, ce moment. Et... Ben, c'est vous qui m'avez dit oui, effectivement, c'était dur à entendre. Je crois que les autres enfants avaient peur d'eux parce que un jour, je crois, c'était à la clinique Kirov. Ces 3 garçons-là, ils avaient, je sais pas si je peux le dire, mais ils avaient torturé 2 autres enfants. Et à ce stade-là, peut-être que vous vous rappelez du tableau de Philippe Kramer. Celui qu'on a vu dans Irina, non, mais nous, oui. À l'AS. 3 qui ont torturé ou plus 2, je sais pas. Je ne me rappelle pas, elle dit les garçons. C'est le tableau qui m'avait choqué en plus. Ouais. Je crois. C'est celui que j'avais pas bien vu. C'est ça. C'est ça, ouais. Moi, j'avais trop bien vu. Et effectivement, ils torturaient des gosses. C'était 3 enfants qui torturaient? T'en voyais 2 qui ouais. coupaient avec du verre, je crois. Ah, c'est vraiment horrible, mais pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça? Vous savez, des enfants traumatisés par la guerre, qui ont dû subir des choses abominables, des fois elles reproduisent par mimétisme, pensant que c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est pour ça que ces gens sont suivis. Hein.
Je comprends, ouais. S'ils ont été libérés, c'est qu'ils se sont assagis dans le temps. Et Magda, elle, quelque chose d'inattendu aussi lui était arrivé? Non, Magda avait l'air de... quelque chose émané d'elle, comme quoi, qui faisait que tous les enfants l'appréciaient. Moi-même, je la trouvais très très sympathique. Pendant qu'on discute, je fais exprès, comme ça, chalamment, je relève un peu ma manche pour voir si elle voit ce que j'ai sur moi. D'accord. Non, elle fait pas attention. D'accord. Je reste comme ça, au cas où elles perçoivent, je sais pas, les espèces de bupons, les trucs dégueulasses que j'ai sur moi. Bah là, maintenant, ouais, là, du coup, là, c'est bien dégueulasse, là. Je pense que là, on a un bon niveau. Ouais, en plus, ça te chatouille beaucoup. Les cloques. Super. Comme si t'avais l'impression que quelque chose bougeait à l'intérieur. Bah oui, non, mais là, on le voit. Bah, je remonte un peu mes manches pour faire exprès. Pour voir si elle voit, hein, tout simplement, si elle réagit. Vous avez peut-être un peu chaud, monsieur. Effectivement, c'est des informations lourdes. Et vous dites que Magda est décédée, alors? Elle est décédée, oui, malheureusement. Oh là là. Oui. C'est terrible, c'est terrible. Il y avait une autre personne qui venait voir ses enfants, ou vous étiez la seule à... C'est moi qui m'en occupais. Ouais, vous en occupiez. Mm. Il n'y avait pas de prêtre qui venait les voir, ou de... Non. Pas du tout. Non. Est-ce que je peux vous demander si vous auriez pas une photo, peut-être? Un souvenir d'elle? Ah non, j'ai rien du tout. Peut-être à la clinique qu'ils auraient ça, mais moi j'ai pas ça. Moi j'ai juste cette liste de noms avec les gens. Si vous voulez contacter des amis de Magda, vous pouvez, si vous le souhaitez. Si ça vous dérange pas, je veux bien. Vous avez qu'à la recopier, noter les adresses et tout ça, parce que je vais la regarder si jamais j'ai besoin d'en avoir plus tard. Donc elle te donne une liste et puis tu vas recopier les C'est quoi, c'est les 14 noms, c'est ça? T'avais dit qu'il y en avait 14 qui avaient été... Ouais, mais alors il y en a 4, c'est Magda Les 10 restants. et les 3 autres. Ouais. Qui ont une première adresse sur Berlin. Mais en fait, c'est les adresses qu'ils ont données quand ils sont sortis, tu vois. Oui, je me doute. Mais surtout peut-être les noms et prénoms qui pourraient être utiles. Bah, les autres, c'est des noms que tu connais pas, en fait. C'est que des noms que tu connais pas. Et t'as des adresses et... Ouais, ils sont quasiment tous sur Berlin. D'accord. Est-ce que Magda vous a parlé un peu de ce qu'elle a vécu en Russie? Est-ce que vous vous souvenez de... Essayer de pas trop raviver leurs souvenirs. D'ailleurs, c'est ces enfants qui sont sortis. Je sais pas si d'autres sont sortis après, une fois que j'ai pris ma retraite, mais ces personnes qui sont sorties, à mon avis, ont dû fréquenter des cliniques des hôpitaux à des moments parce qu'ils devaient être suivis. Hein. Ces troubles-là peuvent ressurgir à n'importe quel moment. C'est des traumatismes très très violents. Hein. Vous savez, quand vous avez 3-4 ans, que vous devez subir une telle violence, voir une telle violence, c'était la guerre. Hein. Mais ils étaient orphelins, tous ces enfants, c'est ça? Mais c'était terrible. Je sais pas d'où ils venaient, mais il y a des choses qui se sont passées. Vous savez pas d'où ils venaient, c'est-à-dire que vous apportez des enfants à la clinique Kirov Ils étaient du camp S-17. Et pourquoi ils étaient dans ce camp? Alors, Vous n'avez pas essayé de chercher les parents? C'était dans le camp, mais comment... non, mais je crois le camp S-17 était non loin de Moscou. Je sais que c'était sans doute des orphelins. Vous savez, les nazis étaient en train d'attaquer, le front bougeait, le front russe bougeait régulièrement. Il y a eu ce terrible hiver en 1941. Vous vous rendez compte, il y a des villes qui sont restées sous blocus, sans rien, sans ravitaillement pendant 1 voire 2 années, quoi, des choses terribles. Et si des enfants ont été exfiltrés de ces endroits-là, je n'ose même pas imaginer ce qu'ils ont pu manger, quoi. Est-ce que certains des enfants de la liste ou même les autres sont-ils venus vous revoir au cours des années passées? Malheur, Pogodine, Kramer, Magda, ils sont jamais venus, je sais pas, Non. par nostalgie ou non? Pour eux, je signifiais surtout leur passé, quoi, ce qu'ils avaient voulu fuir. Donc c'est terrible. Hein, Ok.
Je me tourne vers mes comparses s'ils ont pour leur signifier s'ils ont des questions à poser parce que moi je n'ai plus rien à lui demander. Je hausse un sourcil. Est-ce que le nom de Ivan Chezenko, ça vous dit quelque chose ou Non, il faisait partie de ces enfants là. Non, c'était une personnalité russe. Une personnalité russe. Ah non. Je ne sais pas qui était. Dans la religion orthodoxe. Ah, d'accord. Un prêtre orthodoxe, quelque chose comme ça. Vous savez, moi, je suis une scientifique. Je m'intéressais surtout à la survie de ces pauvres enfants. Et est-ce que, en tant que scientifique, vous avez étudié des ouvrages d'Anthony Toporov? Ce nom me dit quelque chose, effectivement. Je crois qu'il s'est intéressé à des soldats qui étaient laissés à la guerre, des choses comme ça, non? Alors moi, je suis plus spécialisé dans la psychiatrie infantile, donc c'était pas tellement les blessures de guerre qui m'intéressaient, mais oui, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées sur ces. Vous savez, les armes maintenant, tout ce que les gens utilisent. Vous avez entendu parler les Américains, ils ont utilisé des nouvelles armes aussi, je crois qu'on appelle ça le napalm, des choses comme ça, c'est terrible les dégâts que ça peut faire aussi. J'ai vu une photo là d'une petite fille qui sortait brûlée, c'était abominable. Je vous remercie, madame, c'était très instructif. Merci beaucoup, ça m'a permis d'y voir plus clair avec ma mère, c'est très gentil de votre part. Je vous en prie. Écoutez, je ferai une petite prière pour elle alors. Si... Ah, vous êtes croyante, finalement? Pourquoi finalement on peut être scientifique et pas croyante, mais après, de là à rencontrer tous les 4 matins des prêtres, c'est pas du tout la même chose. 4 matins, une fois par semaine. Ah bon, c'était une gentille petite fille, vraiment très douce, très gentille. Ça me touche, merci. Et puis, j'espère que je sais pas si vous allez vouloir rencontrer ces personnes-là. Je sais pas si elles ont toutes survécu. Je sais pas ce qu'il en est des autres, si d'autres sont sortis. Je vais voir, je vais me renseigner. Peut-être ils pourront vous en dire plus, je sais pas. Mais, enfin, voilà. C'était un bien triste moment, ce moment-là. Mais la guerre, vous savez, c'est jamais très joyeux, effectivement. Vous voyez qu'elle est en train de revivre des pensées de la guerre et vous sentez le moment peut-être de partir, sinon vous allez vous embrouiller sur les souvenirs de la guerre et ça va être un peu... Je me lève, je la salue et on sort. Enfin, je sors en tout cas. Ça s'enfuit. Et ainsi se termine La Banane Noire, épisode 25.